Les frissons de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtre. Challenge à Z, partie 3. Chapitre N, Nom de Dieu. Morcerf, 1er août 1914. Nom de Dieu, la mobilisation générale. Cette fois, ça y est, on est fichu. Tu plaisantes, on va leur foutre la pâtée, oui. La foule se pressait devant l'affiche de mobilisation générale qui venait d'être collée au mur de la mairie. Chacun y allait de son commentaire. Un homme jouait des coudes pour apercevoir l'affiche. Il était de taille relativement petite et ne voyait pas le placard caché par les autres devant lui. « Mais qui? Ils appellent qui? » « Tous les hommes de 38 à 21 ans, répondit un autre. « Mince, j'en suis, répliqua le petit déçu. J'ai 35 ans. À cet instant, le maire sortit de la maison communale. Messieurs, si vous ne l'avez déjà fait, rentrez vite chez vous consulter votre livret militaire. Il vous indiquera où vous devez vous rendre pour rejoindre votre régiment et à quelle date. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions, vous pouvez revenir ici avec votre livret. Je vous expliquerai ce qu'il convient de faire. Pensez à embrasser vos femmes avant de partir, ajouta-t-il d'un air sombre. Peu, on sera pas absent bien longtemps. Nos femmes, elles auront même pas le temps de voir qu'on était partis, dit un grand brun à moustache pointue. Des rires accueillirent cette saillie. Tandis que la foule se dispersait, un homme, resté jusque-là en retrait, se caressait le menton tout en réfléchissant. Est-ce que ce sera si facile? L'avenir nous le dira. Henri Macréo pivota sur lui-même et s'apprêta à répondre à la mobilisation générale, comme les autres. De sa démarche asymétrique, il regagna son domicile. Machinalement, il se toucha la jambe gauche. Il repensa à cette blessure ancienne, reçue quand il était enfant. Il habitait encore Tigeau à l'époque. Un soir qu'il rentrait le troupeau dont il avait la charge, il y avait eu, on ne sait pourquoi, un moment de panique parmi les bêtes. S'en était suivi une bousculade, et le petit Henri avait été piétiné par une vache. Pendant plusieurs jours, il était resté entre la vie et la mort. Puis, finalement, la vie l'avait emporté. Mais il avait gardé des séquelles, notamment au niveau de la fracture de sa cuisse, qui lui occasionna une boiterie permanente. L'âge venant, la douleur se réveillait aussi parfois. À 20 ans, lorsqu'il avait été appelé pour la conscription militaire, il était passé devant une commission de réforme qui avait jugé sa claudication incompatible avec l'état de soldat. Il avait été réformé. Il s'était cru débarrassé définitivement de la vie militaire, mais bien sûr, il n'avait pas envisagé un nouveau conflit et une mobilisation générale. C'était la première fois, selon les mémoires d'anciens, que la population masculine du pays en entier était rappelée ainsi sous les drapeaux. Enfin, pas tous les hommes, juste ceux aptes au service militaire. Comme il avait été réformé une première fois, le serait-il à nouveau, ou le contexte changerait-il la donne? Il pesait le pour et le contre. En plus de sa claudication, il avait maintenant 40 ans. Il était chargé de famille, père de 7 enfants, fils d'une mère veuve âgée. Cela pèserait sûrement dans la balance. En poussant la porte de son domicile, il dit simplement « C'est la guerre ». Craonne, 8 mai 1917. Nom de Dieu! Gaston Croisy serrait dans sa main la feuille de papier froissée. Il ferma les yeux. Il pouvait presque sentir le parfum de Marie-Louise à travers sa lettre. Depuis qu'il avait été rappelé en 14, ils avaient pris l'habitude de s'écrire. C'était sa marraine de guerre officielle. Ils s'entretenaient de tout et de rien, surtout de rien. Gaston, de toute façon, ne pouvait pas trop décrire ce qu'il vivait sur le front à cause de la censure. Marie-Louise, elle, n'abordait que des sujets légers afin de ne pas aggraver le moral de son pupille, qu'elle devinait fragile. Cette lettre était la dernière qu'il avait reçue. Elle datait déjà de 7 mois. Bon sang, pas de nouvelles depuis 7 longs mois. Pourquoi Marie-Louise ne lui écrivait-elle plus? Cela lui était déjà arrivé de ne plus recevoir de lettres, mais jamais pendant aussi longtemps. Une fois, il en avait reçu 3 d'un coup. Les courriers s'étaient perdus et ils avaient eu du mal à retrouver son régiment. Mais là, il sentit comme un coup de poing au niveau du cœur. Et si c'était plus grave?
Si ce n'était pas juste une histoire de courrier perdu. Est-ce qu'il était arrivé quelque chose à Marie-Louise? Après tout, elle n'était plus toute jeune. Ce qu'il redoutait le plus était-il en train de se produire? Marie-Louise s'était-elle éteinte? Il pressa le poing renfermant le feuillet sur son cœur. Chez elle, sans doute que personne ne savait qu'elle lui écrivait. Donc s'il lui était arrivé quelque chose, nul ne prendrait la plume pour le lui dire. Et pour couronner le tout, dans sa dernière lettre, elle lui donnait des nouvelles de son fils Henri. Elle ignorait sans doute les relations difficiles des deux garçons et l'avait fait en toute innocence. Mais pour lui, ça avait été une blessure supplémentaire. Bien sûr, Henri, lui, n'avait pas été mobilisé. Déjà qu'il n'avait pas fait son service, mais en plus, il avait été à nouveau réformé après la mobilisation générale. Il était resté planqué tranquillement à la maison, tandis que lui, Gaston, il avait été rappelé et renvoyé au fond. De rage, il fit de la lettre une boule de papier qu'il envoya dans la boue. Aussitôt, cependant, il rattrapa la boulette. C'était la dernière lettre de Marie-Louise. Il ne pouvait pas s'en séparer. Il défroissa le fragile feuillet et tenta de le nettoyer au mieux. Soigneusement, il le replia et le remit à sa place, dans la poche qu'il avait au plus près de son cœur. À ce moment retentit un long coup de sifflet. Il réajusta son casque, s'assura que rien n'entraverait la prise en main des munitions qu'il portait à sa ceinture, et cria. Grenadier, à l'assaut! Cette fois c'est la bonne! Oui, caporal! Répondirent les hommes qu'il avait autour de lui. Le deuxième coup de sifflet fatidique résonna dans l'air immobile, signal du départ. Les hommes se hissèrent hors de la tranchée. Ils poussèrent ensemble de grands cris afin de se donner du courage et s'élancèrent à travers le plateau déjà dévasté, jonché de cadavres, déformé par les nombreux cratères des obus tombés en abondance les jours précédents. Çà et là, des souvenirs d'arbres tendaient vers le ciel leurs troncs calcinés. Les Boches réagirent aussitôt et les balles sifflèrent aux oreilles des soldats qui couraient. Certains étaient à peine sortis de leurs trous qu'ils s'effondraient déjà, fauchés sans avoir eu le temps de pousser un cri. Le caporal Croisy encouragea les hommes de son escouade. « Je croyais qu'on faisait relâche aujourd'hui, chef. »« Plus tard, Caquino, plus... » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que le visage du soldat deuxième classe Arthur Caquino explosa littéralement. Au même moment, tout devint silencieux. Gaston eut la drôle de sensation pendant une seconde de flotter avant de retomber lentement à terre. C'est alors qu'il ressentit une vive douleur dans le bras. À ses côtés, l'ex-soldat Caquino pulvérisé. Gaston eut cette pensée curieuse. Ils ne l'identifieront jamais avec son visage arraché. Un de plus qui sera porté disparu. Puis, au loin, il vit le lieutenant Villain, à la tête de quelques nettoyeurs, se jeter avec fougue sur un point d'appui bétonné pour enlever le système des courtines du secteur de Chevreux. C'est alors qu'il réalisa qu'il était tombé lui aussi. À cet instant, il sombra dans l'inconscience. Plus tard, alors que le soir tombait, Gaston se réveilla. Il était trimballé sur une civière. Les infirmiers avaient encore fait des exploits pour aller chercher les blessés sur le No Man's Land. Une vive douleur les lançait à chaque chaos du transport. « Allez, c'est fini pour toi, mon gars. Avec c'te trou que t'as à la place du bras, c'est la quille. »« Et la médaille, renchérit l'autre infirmier. » Gaston leva la tête. Au bout de son épaule, son uniforme était déchiqueté. Le sang et la boue se mélangeaient, masquant son bras gauche, qu'il ne sentait plus. « Il va boiter du bras, rigolait le premier. » Sombrant dans la torpeur, Gaston pensa. « Boiter? Comme Henri? Je suis comme Henri ?» Tout en sachant qu'il était devenu comme Henri, le véritable fils de Marie-Louise, Gaston s'évanouit tout à fait, un sourire sur les lèvres. Chapitre O. Où va-t-on? Où va-t-on? J'étais enfin arrivé à destination et je tentais d'avoir des précisions sur le programme qu'Alexandre nous avait concocté. Arrivé quelques minutes plus tôt à la gare de Morcerf, il m'avait fallu repérer Alexandre. Celui-ci avait promis de porter à la main, en signe de reconnaissance, une loupe et une pipe. Il n'avait pas osé coiffer le Deer Stalker, le fameux chapeau pied de poule associé à Sherlock Holmes. Il n'y avait pas foule sur le quai et il est probable que même sans les insignes de détective, j'aurais fini par tomber sur lui. La quarantaine, il était de grande taille, tout en coude et en genoux, le regard perçant. Il agitait si frénétiquement sa loupe que les rares passagers qui descendaient du train le regardèrent avec des yeux ronds, se demandant si l'asile d'aliénés du coin n'avait pas eu une fuite. De mon côté, j'avais aussi un signe distinctif.
Je portais, en plus de ma valise, la caisse de transport noire et blanche assortie au pelage de Sosa. J'avais récupéré mon chat, laissé seul chez des amis parisiens pendant ma journée passée aux archives. Depuis, il était d'humeur boudeuse. Seuls de longs sifflements ébouriffés provenaient de la cage ajourée à intervalles réguliers. Il me faisait savoir qu'il n'en pouvait plus de rester confiné dans cette boîte, alors que d'habitude, cela ne le dérangeait absolument pas de rester 8 heures de rang à dormir sur le fauteuil de mon bureau. Comme quoi, tout est relatif. Alors, où va-t-on? Alexandre me répondit avec un sourire. Chez toi, bien sûr. Il me conduisit jusqu'à une belle maison au milieu d'un jardin coquet. Enfin, ça avait dû être un jardin coquet. Aujourd'hui, c'était un chantier. Oui, bon, il faut imaginer, me dit Alexandre. Finalement, les travaux ont été décidés un peu plus tôt que prévu. Mais il n'y a pas d'ouvrier pour le moment, on sera tranquille. Tu es ici chez toi. La maison était composée d'un corps central à 2 travées de fenêtres, prolongées par une travée latérale de part et d'autre. Le rez-de-chaussée était surmonté d'un niveau sous comble aménagé. La toiture était d'ardoise. Les fenêtres étaient soulignées d'un arc polychrome. Les petits moellons apparents égayaient la façade. Un échafaudage s'appuyait sur la bâtisse, mais il en laissait deviner suffisamment pour imaginer son allure. Le jardin était occupé par des tuyaux, des gravats, des bâches plastiques, etc. Voici donc la maison des Vallées, ta maison de famille? Oui, et probablement que l'un de nos voisins habite la maison d'Henri, puisque mon grand-père demeurait à côté de chez lui. Mais je ne sais pas quelle maison c'est exactement. Il faudra chercher ça. En attendant, je te le redis, tu es ici chez toi. Alexandre me fit visiter la maison de son grand-père. Elle était dans la famille depuis 3 générations. Après un rapide calcul, j'estimai qu'elle devait entrer dans le patrimoine familial vers les années 1930. En ces temps de mobilité galopante, c'était déjà pas si mal. Hélas, les descendants actuels ne souhaitaient pas protéger ce capital domestique et avaient décidé de la mettre en vente. Moi qui rêvais d'une maison de famille, cela me fendait le cœur. Eux la voyaient comme un fardeau, moi comme un point d'ancrage, de sécurité. La maison de famille représentait pour moi le symbole d'un enracinement, un cadeau venu du passé. C'étaient des souvenirs, des sons, des sensations. La maison familiale naît et entre dans la famille comme un enfant. Elle a parfois grandi avec elle. C'est un membre à part entière de la famille, témoin de joies et de peines communes. Une communion, c'est ça, une communion. C'est depuis leur cadre photographique que sont transmises les légendes familiales, réelles ou imaginaires. Le bagnard, réquisitionné pour la construction de la grande digue, le Corse, avec un grand C, mythe à lui tout seul, la grand-mère scandaleuse ayant posé à demi nue. Les vieux objets oubliés dans le grenier sont autant d'archives précieuses, exhumées par une nouvelle génération, qui, pour l'occasion, s'est faite archéologue, chercheuse d'or et de trésors d'ancêtres, une lampe de poche éclairant dans l'obscurité du passé. La maison familiale est souvent liée à l'enfance, l'époque de l'insouciance, les premiers liens tissés, les goûts qu'on s'est forgés, les amitiés à la vie et à la mort. Et pas besoin d'être un château. Ce qui en fait la valeur, c'est le vécu qui y est associé, la mythologie familiale qui s'y est constituée, les petits rituels qui y sont attachés. Le petit déjeuner sous le grand arbre du jardin, tous ensemble réunis, les mal réveillés comme les lève-tôt, la promenade digestive dans le quartier, la flambée dans la cheminée réchauffant les veillées d'hiver. Elle renvoie au roman familial, peu importe si chacun en a des souvenirs différents, évoquant des anecdotes qui paraissent déformées aux autres. Il s'est ouvert le front en chutant sur le carrelage glissant de la cuisine. Mais non, il est tombé de l'échelle appuyé au cerisier du jardin. C'est cela aussi la richesse de l'histoire familiale. Perdre la maison de famille, c'est franchir la frontière du temps, sortir définitivement de l'enfance et de ses souvenirs heureux. C'est rompre avec la lignée, refuser un héritage, trahir ses ancêtres. La quitter peut être vécue comme un traumatisme, une petite mort. Certains ne peuvent s'empêcher de revenir régulièrement sur les lieux, comme un pèlerinage. D'autres, au contraire, restent longtemps dans l'impossibilité d'y retourner. Et attention, une maison de famille n'a rien à voir avec une résidence secondaire.
Elles boxent dans deux catégories différentes. L'une est un héritage, l'autre un gain au loto. Mais peut-être que la résidence secondaire deviendra à son tour une maison familiale? Alors, il ne sera plus question de s'en séparer, malgré les problèmes d'éloignement kilométrique, de coûts d'entretien, de disputes générationnelles. Et pourtant, Alexandre et les siens envisageaient de vendre leur maison de famille. Sans état d'âme? Sans état d'âme. Je caressais d'une main les fauteuils à tapisserie usée, les poignées de porte polies par les générations successives, la batterie de cuisine, témoin de tant de repas communs. Chaque meuble était paré d'un post-it dévoilant le nom de son nouveau propriétaire. J'essayais de plaider pour les fantômes du passé. Alexandre m'opposa le rideau à fleurs qui répondait aux tapisseries où s'épanouissaient des bergères évadées d'un XVIIIe siècle en perdition. Bon, d'accord, les bergères et les fleurs, on n'est pas obligé de les garder. Ce ne sera pas faire offense à nos aïeux que de les décapiter? Me rétorqua Alexandre moqueur. Par quelques miaulements de réconciliation, mon chat Sosa me fit alors savoir qu'il avait fini sa bouderie. Après avoir reçu l'approbation d'Alexandre, je le sortis de sa caisse. Il me récompensa par un câlin sonore, je le posai à terre et fis les présentations. Sosa, je te présente Alexandre. Le félin renifla l'inconnu, puis commença à manifester quelques agacements. Sans transition, il s'arqua, gronda sourdement, dressa sa queue et cracha 1000 insultes. En langue féline, heureusement. Nos oreilles d'humains ne furent pas outragées par le vocabulaire peu amène utilisé par mon compagnon. Nous comprenions néanmoins le sens général du propos. « Sosa !» Le chat cracha sa réprobation et fila comme une flèche, se cacher sous un meuble. « Mais je ne comprends pas, c'est la première fois qu'il fait ça. » Chapitre P. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alexandre avait accepté de me montrer les Égyptes, le quartier où habitait Henri Macréo entre 1911 et 1921. Mais tu vas voir, c'est vite fait. Je lançai un regard noir à Sosa, caché sous son meuble, et suivis Alexandre. Je répétai en guise d'excuse. Je suis vraiment désolée, c'est la première fois qu'il fait ça. Peu importe. Nous avions parcouru la rue des Vallées dans les deux sens. Alexandre expliqua. Voilà, c'est le site des Égyptes, maintenant englobé dans le quartier des Vallées. Je comprends mieux les recensements maintenant. En 1911 et 1921, Henri habite aux Égyptes. En 1926, il y a une lacune des registres, mais on le retrouve en 1931 aux Vallées, nommé ensuite rue des Vallées en 1936. Je pensais à tout cela. En fait, Henri n'avait peut-être pas déménagé plusieurs fois comme je le pensais au début. C'était sans doute seulement la maison qui avait changé d'adresse. On peut refaire le trajet encore une fois? Si tu veux, répondit Alexandre en haussant les épaules. J'égrenais au fur et à mesure. À l'angle, en bas de la rue, une grande maison, 2 étages plus un comble. Le crépier était refait, mais la cheminée en briques pourrait supposer un bâti plus ancien. Ensuite, une maison basse, tout en longueur, bardée d'un revêtement moderne, mais elle aurait pu tout à fait être de briques, comme sa voisine. Celle-ci est intéressante. Toutes de briques rouges, une porte centrale, des fenêtres de part et d'autre. Probablement 2 pièces. Pas d'étage. Une double frise qui vient souligner la toiture. Très jolie. On ne construit plus comme ça aujourd'hui. Trop cher. Oh, dommage, le pignon a été enduit de blanc. Ça gâche un peu. Après, encore une maison basse à 2 fenêtres. Et encore du crépi. Oui, les marchands d'enduit ont dû faire fortune dans ce quartier. Il n'y a de maison que d'un seul côté. De l'autre, c'est déjà la campagne. La maison suivante a 1 étage. Il faudrait voir le cadastre pour savoir si c'est une construction neuve ou une rénovation. Pas très heureuse d'ailleurs. J'espère que l'intérieur est plus coquet. Ah, ici, 2 maisons face à face. À droite, c'est à nouveau une maison basse, mais un peu transformée, notamment par l'ajout d'une véranda. Celle de gauche, en revanche, est plus dans son jus. On retrouve la brique rouge, la double frise sous la toiture. Elle est un peu asymétrique, avec 2 fenêtres d'un côté de la porte et une seule de l'autre. Avec les fleurs, ça rend très bien.
Des briques partout jusqu'à la cheminée. Oui, l'une des tuileries-briqueteries est située un peu plus haut. On devine facilement que la brique et le patron Houbé régnaient non seulement sur le marché du travail, mais ont inscrit aussi leur marque dans le paysage. J'appréhendais le pays d'un œil neuf. Je me rappelais ce que j'avais lu sur Houbé. Il employait environ 80 ouvriers en saison. Cela pourrait paraître assez peu dit comme ça, mais si l'on compte une ou deux personnes par foyer, travaillant pour lui, ça fait déjà une soixantaine de foyers directement impliqués, soit 6 quartiers comme celui des Égyptes, qui ne comptait que 10 ou 12 maisons. Ce n'est pas négligeable pour une petite localité comme Morcerf. Je pensais à toutes ces familles de la brique, et à la catastrophe qui avait dû advenir quand le marché s'est effondré et que les briqueteries ont dû fermer leurs portes. Nous reprîmes notre déambulation. Une petite allée non goudronnée qui mène à 3 maisons semblables, et puis les 2 maisons de part et d'autre de la rue qui finissent le quartier. Voilà, comme je te disais, c'est pas très grand. Je restais pensive alors que nous revenions sur nos pas. Alors, me demanda Alexandre, osant troubler mon silence, ça fait quoi de marcher dans les pas de son aïeul? C'est émouvant, dis-je, la gorge un peu plus serrée que je ne l'aurais voulu. Pour faire passer l'émotion, nous avons marché jusqu'au Valais, ancien lieu-dit jouxtant aujourd'hui Morcerf. Moins de briques, plus d'étages, le paysage changeait. Nous fîmes une halte devant une maison restaurée récemment, mais qui avait pris soin de garder sur sa façade un témoin d'hier. Une plaque métallique où était inscrit La mendicité est défendue dans le département de Seine-et-Marne. Un quartier plus aisé, sans aucun doute, où on ne voulait pas s'encombrer de pauvreté et où on le faisait savoir. Des traces d'une époque révolue avaient été maintenues, comme l'ancien lavoir, couvert de tuiles évidemment. Sans nous en rendre compte, nous étions arrivés au cœur de Morcerf. Le bâti avait à nouveau sensiblement évolué, davantage d'étages s'épanouissaient, la polychromie décorait les façades, des signes extérieurs de richesse aussi, comme des avant-corps, des murets, des marquises. Presque la ville déjà. Puisqu'on est là, j'irai bien à la mairie consulter le cadastre. Si tu veux, mais moi j'ai un rendez-vous, je dois m'absenter. Ah bon? Bon, ben, j'irai seule alors. De toute façon, je trouverai le chemin du retour sans difficulté. Ok. Alexandre repartit en sens inverse, tandis que je traversais la placette, moderne, qui était devant la mairie. J'étais sur le point de franchir les quelques marches qui menaient au bâtiment municipal quand je me figeai sur place. Mais je reculai un peu et fouillai dans mon sac. J'en extrayai un dossier qui ne me quittait pas. C'était le dossier de l'affaire de Morcerf. Et toutes les notes que j'avais prises en rapport avec cette enquête depuis plusieurs mois. Enfin, je mis la main sur le document que je cherchais. Une photographie de petit format, en noir et blanc, un peu floue. On y voyait un bâtiment assez cossu, précédé par un perron. Un arbre dispensait son ombre sur le côté. La photo était cadrée très serrée, c'est pourquoi on ne voyait rien en dehors de ce bâtiment. Je relevai la tête, fis l'aller-retour entre la photo et le paysage devant moi, c'était la même chose. Sans réfléchir, je dis tout haut. Sosa, c'est la mairie de Morcerf! Puis, reprenant mes esprits, je réfrénai mon enthousiasme. Ok, Sosa n'est pas là. D'ailleurs, on doit avoir une conversation, lui et moi. Mais j'aurais aimé partager cette découverte inattendue avec lui. Enfin, dans la mesure où on peut partager quoi que ce soit avec son chat. J'entrai dans la mairie. Plusieurs personnes étaient là. Un gros homme, rougeaud, le cheveu ras, m'interpella. Ah, mademoiselle! Mademoiselle, à mon âge. Vous qui n'êtes pas du pays, voici une devinette. Comment appelle-t-on les habitants de Morcerf à votre avis? Satisfait de lui-même, il était sûr de me coller. Mais j'avais fait mes devoirs avant de venir, et je répondis du tac au tac. Les Morées-Sartoises et les Morées-Sartois, évidemment. Le type, stupéfait, n'en revenait pas. Amusé d'avoir arrosé l'arroseur, je m'approchai de la secrétaire de mairie et demandai si je pouvais consulter le cadastre. Le maire eut un peu de mal à rattraper ses ouailles après ce tacle en bonne et due forme, mais reprit vaillamment sa conversation d'édile fraîchement élu. La secrétaire, petite femme joviale, me proposa de m'installer dans la salle du conseil municipal. Vous serez plus tranquille comme ça. Je vous apporte les registres. Elle sortit, elle aussi fort réjouie par la scène qui venait de se produire. Je passai les heures qui suivirent, sans les voir défiler, ça va de soi, à éplucher les matrices du cadastre et les plans correspondants.
Et puis aussi l'état civil, tant qu'à faire, et tout ce qui pouvait me tomber sous la main. Ce n'est que beaucoup plus tard, j'avais un peu perdu le fil des heures, que je ressortis de la mairie. Je refis le chemin inverse pour retourner chez Alexandre. J'avais la tête pleine de mes investigations et découvertes du jour. C'est sans doute pour cela que je ne vis pas la silhouette qui me guettait à l'autre bout de la place. Une paire de souliers vernis embrayèrent alors le pas derrière moi et me suivirent à bonne distance. Chapitre Q. Quelle horreur! Morcerf, 12 avril 1938. Quelle horreur! Henri se précipita vers la fenêtre de la cuisine, mais les langues de feu léchaient déjà le mur, atteignant le plafond à une vitesse folle. Il tenta d'arrêter la progression de l'incendie, mais ses efforts n'étaient guère récompensés. On était encore en pleine nuit. 3 ou 4 heures peut-être, Henri ne savait pas très bien. Il avait été réveillé par un bruit. Ou était-ce une odeur? En tout cas, quelque chose de pas normal. Peut-être était-ce son 6e sens qui l'avait averti. Il s'était levé et avait demandé à haute voix. « Il y a quelqu'un » Seul le silence de la nuit lui avait répondu. Le silence et ce petit crépitement qu'il entendait maintenant distinctement. Il s'était habillé en vitesse et était sorti de sa chambre. C'est dans la cuisine qu'il avait vu les flammes. Attrapant un torchon, il avait essayé d'enrayer le feu en tapant du plus près qu'il put s'approcher. En vain. Sa maison brûlait. Pris à la gorge par les fumées, il était sorti. À présent, il était sur le bord de la route, impuissant. Il regardait le bûcher qui éclairait la nuit comme en plein jour. Les voisins arrivaient en courant, habillés à la hâte, surpris dans leur sommeil tant par l'incendie que par l'alerte, qui se propageait de maison en maison. « Il y a quelqu'un à l'intérieur ? Henri, il y a quelqu'un dedans ? » demanda un sexagénaire, court sur pattes mais bien en chair, vêtu d'un simple marcel blanc sur un pantalon de flanelle. La fraîcheur de la nuit laissait les hommes indifférents. La chaleur du brasier compensait largement la météo de cette nuit de printemps. « Ta femme, Henri, elle est là ?» Henri ne répondit pas tout de suite, tétanisé par le spectacle qu'il avait devant lui. Les riverains venus en renfort n'attendirent pas pour commencer à lutter contre l'incendie. La solidarité jouait, bien sûr, mais la peur de voir le feu s'étendre aux autres maisons aussi. Au loin, une ombre observait la scène. L'homme ne bougeait pas. Du bosquet où il était caché, il avait une excellente vue sur toute la scène. Il trouvait cela magnifique. Il ressentait un mélange de peur et d'excitation. Il allait enfin être vengé. Pendant toutes ces années, il s'était senti rabaissé, critiqué, humilié. On lui avait bien fait sentir qu'il n'était pas légitime, qu'il n'avait droit de revendiquer aucune place dans ce foyer. Dans son esprit fragile, la maison de son enfance à Tigeaux se superposait à celle d'Henri aujourd'hui à Morcerf. Mais cette fois, c'est fini. Le feu purificateur est un auxiliaire puissant. Des images furtives se superposaient dans son esprit perturbé. La maison du bonheur, celle de Marie-Louise, la douce Marie-Louise, et sans transition le champ de bataille, les obus, les cris, et la mort. Détachant ses yeux des flammes qui l'hypnotisaient, il vit Henri, sur le bord de la route, toujours figé. Gaston sentit la colère monter en lui. Il aurait tellement voulu qu'Henri ne se réveille pas et périsse dans l'incendie. Au lieu de ça, il avait l'air à peu près indemne. « Henri, tu es blessé ?» Instinctivement, Henri porta la main à sa jambe. Mais ce n'était pas elle qui inquiétait son voisin. Sans comprendre, il regarda alternativement la face rougeaude du voisin, puis sa manche. Il avait côtoyé le feu de trop près. Il était brûlé sur une partie du bras et de la main. Ses cheveux avaient été roussis par la chaleur. Des traces de suie maculaient son visage. Hébété, il ne réagissait toujours pas. Son voisin le secoua tant qu'il finit par répondre, hésitant, qu'il était seul dans la maison. « Tu es sûr ? Ta femme ?» Brusquement, Henri sembla s'éveiller. Il reprit ses esprits et d'une voix plus assurée affirma qu'il n'y avait personne d'autre. Il s'approcha de la chaîne humaine qui se formait déjà pour faire passer des seaux d'eau et prit sa place dans le rang. Quand les flammes sortirent par la fenêtre, s'élançant à l'assaut de la cheminée, un sourire s'était dessiné sur les lèvres de Gaston.
Savourant le sentiment de plénitude qui l'envahissait, même si Henri s'était réveillé un peu trop tôt à son goût, il se décida à quitter les lieux de sa vengeance. Il pivota alors et s'éloigna lentement, goûtant chaque pas comme un verre d'eau fraîche dans le désert. Au loin, les hommes s'interpellaient, mais leurs paroles se noyaient dans le vacarme du brasier. Il ne s'aperçut pas que, au bord de la route, une pluie fine comme de la dentelle était apparue. Comme lui, les voisins attaquant le feu ne la remarquèrent pas, tant elle s'était manifestée discrètement. Et tout aussi subtilement, la pluie força. C'est alors que les hommes la découvrirent. Une pluie fine, mais drue, tombait régulièrement à présent. Elle fut beaucoup plus efficace que les riverains dans leurs efforts malhabiles de maîtriser leur ennemi flamboyant. Le feu continua une partie de la nuit, mais il n'était plus un danger. Au matin, la maison fumait encore, mais au moins l'incendie ne s'était pas propagé aux habitations voisines. Le caractère incombustible des briques de la maison avait permis aux murs de rester debout. Cependant, les façades avaient pris différentes teintes colorées, allant du rouge vif au grenat. La suie et la fumée avaient laissé de longues traces noires sur le fronton de la maison. L'intérieur, en revanche, avait beaucoup moins bien résisté aux flammes. La cuisine était particulièrement atteinte. Après le moment de faiblesse qu'il avait gagné au plus fort de la crise, Henri avait repris ses esprits. Il s'était porté à la tête de ses voisins, organisant les secours d'une poigne ferme. Il n'avait pas épargné sa peine, ne sentant ni la douleur chronique de sa jambe, ni celle, toute fraîche, de son bras. Ce n'est qu'au matin qu'il s'accorda une courte pause. Après avoir bu un peu d'eau, il pénétra dans la maison pour recenser les dégâts et sauver ce qui pouvait l'être. Son inspection le soulagea. Finalement, la situation n'était pas aussi grave qu'il aurait pu le craindre. Un instant, il avait pensé perdre tous les souvenirs d'une vie. Bah, il était vivant, c'était l'essentiel. Sans attendre, il plongea les mains dans les restes de l'incendie noyé d'eau et commença à trier les vestiges de son histoire. Chapitre R. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain, avait dit au téléphone Honoré, le contact d'Alexandre. Rendez-vous demain pour connaître le passé. La ligne du temps faisait de drôles de nœuds. Il te racontera l'incendie de la maison d'Henri, il en a été témoin. L'incendie? Je ne savais pas que sa maison avait brûlé. Tu verras ça demain. Pour l'heure, j'étais dans le salon, à genoux sur un tapis usé aux motifs compliqués et aux bords effrangés, en essayant de rattraper mon chat qui se dissimulait sous une commode. Enfin, je saisis le rétif animal. Je portais sa tête à la hauteur de la mienne. Bon, maintenant on va avoir une conversation sérieuse tous les deux. Je me rendis dans la chambre qu'Alexandre venait de m'indiquer comme mienne pendant toute la durée de mon séjour en pays Briard. Il y avait déposé ma valise sur le lit. Je regardais autour de moi. La pièce n'était pas très grande. Ou peut-être était-ce juste le mobilier qui absorbait tout l'espace. Un ensemble complet de chambres en bois massif meublait la pièce. Un grand lit dont la tête était ornée d'un motif de pointe de diamant. L'armoire, immense, sculptée du même motif et complétée par un miroir. Les tables de chevet de chaque côté du lit, portant aussi ce décor, recouvertes d'une tablette de marbre veinée de brun et d'ocre. Le tout était immergé dans la tapisserie à grosses fleurs, délicieusement désuète, tendue sur les murs. Tenant toujours mon chat dans les mains, je m'assis sur le lit. Je m'y enfonçai tellement que je me crus aspiré par des sables mouvants. Je tentai de rétablir mon équilibre en battant l'air des mains, des pieds et du chat. Bon sang, on n'en fait plus des comme ça. Enfin, j'espère. Alors, Sosa, on va parler d'homme à homme, enfin, de femme à chat. Alexandre est un ami, et il faut le traiter comme tel. Tu dois établir la paix avec lui. Une paix sans condition. Tu m'entends? Je ne veux plus de ces ébouriffades. Compris? Après un instant les yeux dans les yeux, pour lui faire bien comprendre le message, je posai le chat sur le lit. Il y fit quelques pas prudents avant de sauter par terre. Il valait mieux un vieux plancher que cette surface traîtresse qui pouvait vous avaler sans crier gare. S'installant confortablement, il me jeta un dernier regard avant de s'endormir. J'aurais juré qu'il souriait alors. De mon lit mouvant, j'envoyai un SMS à Charlotte. Un truc que je voulais lui demander depuis longtemps au sujet d'Ursule. J'espérais qu'elle pourrait avoir ce renseignement. Je redescendis au rez-de-chaussée où Alexandre me fit faire un tour du propriétaire.
Certains meubles étaient recouverts d'un drap qu'il ôta au fur et à mesure de la visite. L'ensemble était assez vieillot et démodé. Cependant, on y trouvait de nombreux témoins du passé, comme la malle des Morins, en vannerie, ou les buffets carrés brillards, décorés de fleurs et de feuillages plus ou moins stylisés. Ça, ce sont les moules et les cercles en métal qui permettent de réaliser le brie. Le lait était mis à cailler dans ce moule, lui-même placé sur la table d'égouttage, appelée d'os. Le caillé perdait une grande partie de son eau, évacuée par les trous des moules. Petit à petit, le fromage à pâte molle se formait. Le brie à la mode de Meaux doit mesurer 35 cm de diamètre pour un peu moins de 3 cm d'épaisseur, soit environ 2,5 kg. Mais quelle est la différence entre un fromage à pâte molle et une pâte pressée? Oh, l'égouttage se fait par pesanteur. Le caillé perd son eau tout seul, par les trous du moule. Contrairement à une pâte pressée, qui est un mode d'égouttage par pression, comme son nom l'indique. On distingue plusieurs types de brie, celui de Meaux, de Melun, de Montereau, une quarantaine au total. Si celui de Meaux est surnommé le roi des bries, parce que les rois sont pour lécher, on raconte que l'origine de celui de Melun, bien qu'obscure, est très ancienne, à tel point qu'on se demande s'il ne serait pas l'ancêtre de tous les bries. Certains pensent qu'il existait déjà avant l'invasion romaine. La Fontaine, de passage au château de Vaux-le-Vicomte, l'aurait rendu vraiment célèbre en plaçant un brie dans le bec du corbeau, dans la fable du corbeau et du renard. Le brie de Meaux a son AOC depuis 1980. Et bien sûr, il existe une confrérie des compagnons du brie de Meaux. Ça donne faim tout ça. Alors, passons à table. Alexandre me servit une poularde à la brillarde, dont je réclamai la recette aussitôt. Alors, tu découpes la poularde en 6 morceaux que tu laisses mariner toute la nuit dans 1,5 litre d'eau salée, poivrée, muscadée, avec un oignon piqué des clous de girofle, du thym et du laurier. Le lendemain, tu déposes les morceaux de poularde dans une cocotte au fond huilé et tu les fais colorer sur toute leur surface une vingtaine de minutes. Tu les réserves, puis tu pèles des oignons et des carottes que tu éminces et fais rissoler à leur tour avec de l'huile au fond de la cocotte. Lorsque les légumes commencent à brunir, tu verses un verre de la marinade, que bien sûr tu as pris le soin de conserver, et tu laisses mijoter sous couvert une trentaine de minutes. Après ça, tu remets les morceaux de volaille dans la cocotte, tu n'oublies pas de saler et poivrer et tu saupoudres de persil haché. Tu mouilles avec du cidre et environ 20 centilitres de marinade, de manière à tout recouvrir. Tu laisses mijoter 15 minutes. Tu enlèves les morceaux de viande avec une écumoire et tu dégraisses la sauce au chinois. Ensuite, tu déposes de la moutarde au fond d'une casserole et tu y verses la sauce obtenue. Tu la fouettes en l'additionnant de crème fraîche afin d'obtenir une sauce onctueuse. Je roulai des yeux gourmands en face de lui. Il termina la recette d'un ton solennel. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire, disposer les morceaux de poularde sur un plat et les napper de la sauce réchauffée. Servir avec les carottes et oignons d'accompagnement. Et voilà, madame, bon appétit! J'applaudis à la performance. Bravo, un véritable chef de haute gastronomie. Et qu'est-ce qu'on mange d'autre dans la région? Friture de goujon de la Marne, pop faro décliné en cidre, potage crécy. Ah, et qu'est-ce qu'il a de particulier ce potage crécy? Oh, ce sont des carottes, oignons, céleri, ail et gingembre revenus dans un chaudron pendant une quinzaine de minutes. Les puristes n'ajoutent pas de pommes de terre, les autres peuvent se le permettre. Auquel on ajoute du bouillon de poulet, on laisse mijoter environ 45 minutes, jusqu'à ce que les légumes soient bien cuits. On mixe le tout et hop, à table! Nous avons ainsi parlé gastronomie locale et tradition pendant tout le repas. Je découvris ainsi une région mal connue, étouffée sous des voisins encombrants, Paris et Disney. Il me raconta le Multien entre Haute-Brie et Valois, au nord-ouest de Meaux, la Brie nichée dans les vallées de la Marne, de l'Orge et de la Seine. Je buvais ses paroles. Une tarte aux pommes, brillarde bien sûr, vint clore ce festin de roi. C'est le ventre et la tête bien remplis que je remontais dans ma chambre. Sosa avait, pour sa part, vidé les croquettes que je lui avais laissées en partant. Tout le monde était à la fête. J'ouvris ma valise et fus saisie. En un instant, une chape de glace me tomba sur les épaules. Je suis quelqu'un de particulièrement ordonné, et je remarquai immédiatement lorsque quelque chose était dérangé.
Or, aucun doute possible, ma valise avait été visitée. Oh, pour un œil non averti, ce serait sans doute passé inaperçu, mais moi, je le vis instantanément. Mes vêtements et autres effets avaient été soulevés et replacés pendant mon absence. Je regardais dans la chambre, nulle trace d'intrusion. J'allai à la fenêtre pour fermer les rideaux. C'est dans l'ombre que je le distinguai pour la première fois. Il était dissimulé sous un arbre. Je ne l'aurais peut-être pas vu s'il n'avait bougé un peu. Un rayon de lune se refléta sur ses souliers vernis. Je refermai les rideaux d'un coup sec et appelai Alexandre. Il mit plusieurs minutes à arriver, un torchon à la main. « Qu'est-ce qui se passe ? Je faisais la vaisselle. »« Il y a quelqu'un là, dehors. »« Quoi ? Mais non, enfin, je ne vois personne, dit-il penché à la fenêtre. Si, je te jure, sous le gros arbre, je l'ai vu. Je ne vois rien. Un fantôme, peut-être, tenta-t-il de plaisanter. Devant mon scepticisme, il hésita, puis décida de ne rien ajouter. Il passa près de moi pour sortir et se contenta de m'adresser un bref sourire. J'avais gardé pour moi l'histoire de la valise. Vu qu'il ne croyait pas à l'homme dans le jardin, il y avait peu de chances qu'il accordât du crédit à cette histoire, qui supposait bien plus qu'une vague présence sous la lune. Je fermai soigneusement la porte derrière lui, et, en l'absence de clé, coinçai une chaise sous la poignée en priant que ce soit efficace. « Sosa, tu es mon chat de garde ce soir. Ouvre l'œil, et le bon. » Consciente de sa tâche délicate, le chat sauta sur mes genoux, se dressa amoureusement et vint me heurter le menton avec sa tête soyeuse. Une série de coups légers pour me rassurer. Puis il se coucha à côté de moi, gardien fidèle de minuit. Le silence et la nuit se refermèrent sur moi, m'entourant de solitude glaçante. Je mis plusieurs heures à m'endormir, ressassant les mêmes interrogations auxquelles je n'avais pas de réponse. Enfin, vers 4 heures du matin, le sommeil s'empara de moi, mais ce fut pour me plonger dans une succession de cauchemars sans fin. Chapitre S. Sa sœur jumelle. Coulommiers, 2 novembre 1942. Sa sœur jumelle ? Quelle sœur jumelle ? Oui, Rosalie, Rosette, Rose... Ah voilà, Marie-Rose. Mais combien elles sont ? Ben, 2, des jumelles, quoi. Cardogan, je comprends rien. Qui sont toutes ces Rosalie, Rose ? Ah oui, non, en fait c'est une seule et même personne, Marie-Rose, que l'on appelle aussi Rosalie ou Rosette ou Rose tout court. Et c'est Kergogan, monsieur. L'inspecteur Abel Pochet jeta un regard noir à son jeune adjoint. Vous ne me facilitez pas la vie, Il renonça à chercher la fin du nom de l'enquêteur. Il avait assez à faire avec toutes ses sœurs jumelles. Bon, donc elle avait une sœur jumelle. Ben, j'imagine. Vous imaginez. Mais vous imaginez quoi, Kerpogan ? Par réflexe, Kergogan ouvrit la bouche pour corriger son supérieur, puis y renonça finalement, et la referma. On n'imagine pas dans une enquête, Père Dogan. Vous savez ou vous ne savez pas ? Ben, pas vraiment. J'imagine, pas vraiment. L'inspecteur prit sur lui pour ravaler tous les noms d'oiseaux qui lui venaient à l'esprit. Bon, cette sœur jumelle, elle est venue à son mariage, n'est-ce pas ? Non, chef. Celle qui est venue, c'est... Il vérifia sur ses papiers. Marie-Joseph. Soupir de l'inspecteur. Marie-Rose, Marie-Joseph, que de Marie. Heureusement que la nôtre s'appelle Ursule. En fait, elle s'appelle Ursule Marie Mathurine, chef. Et ses frères, Vincent-Marie et Auguste-Marie. Vincent-Marie ? Mais je croyais que c'était le père. Oui, aussi. Aussi ? Oui, ils s'appellent pareil, le père et le frère. Et la mère, c'est Marie Mathurine, comme Ursule. Oh, bon sang, vous me donnez mal à la tête, Père Gauguin. On y est presque, pensa Kergogan. Peut-être qu'un jour il se rappellera mon nom correctement. Ou au moins il tombera dessus par hasard. Eh, vous rêvez ou quoi ? Non, monsieur. Bon, il y a d'autres maris dans le coin ? Oui, monsieur. 2 oncles, 3 tantes, une grand-mère, un grand-père. Oui, bon, ça va, j'en ai assez. Quoi d'autre ? Marie est un prénom très porté chez nous en Bretagne depuis le XVe siècle. On le trouve aussi sous la forme Marie sans E à la fin pour les hommes, et les déclinaisons comme Marianning, Marivon, Maïwen. Voyant la tête de son chef qui virait au rouge, Kergogan ne termina pas son exposé sur les prénoms bretons.
À propos des sœurs, l'Herbogan, les sœurs. Ah oui, bien sûr, les sœurs. Il feuilleta son calepin du plus vite qu'il put. Les sœurs, oui. On sait que Marie-Joseph, l'aînée, est venue au mariage d'Ursule. Elle était sa témoin. Elle habitait alors Vernon, dans l'Eure, donc elle a fait près de 140 kilomètres. Il réfléchit. Sans doute en train, chef, termina Kergogan triomphalement. Au mariage? Oui? En 1900? Vérifiant ses notes, désormais beaucoup moins sûr de lui devant l'insistance de son chef. Oui, c'est ça, en 1900. Mais on est en 1942, Barbogan. 1942. Je m'en fiche, moi, de ce qui s'est passé il y a 40 ans. Est-ce qu'elle voyait ses sœurs là, maintenant? C'est ça que je vous demande, moi. Ah, bah oui, je comprends. C'est-à-dire que, depuis qu'on surveille le suspect Macréo, on n'a pas vu de rapprochement entre les sœurs. L'inspecteur n'en croyait pas ses oreilles. Quoi? On n'a pas... Mais bougre d'imbécile, évidemment que vous n'avez pas vu de rapprochement, puisque vous n'avez pas vu Ursule, puisqu'elle a disparu. Vous comprenez, disparu, Radoban? L'inspecteur tenta de maîtriser ses nerfs. Bon, reprenons depuis le début. Que savons-nous? Nos services reçoivent plusieurs lettres anonymes nous invitant à enquêter sur le dit Henri Macréo. Motif 1. Écoute la radio anglaise. 2. Assassine sa femme. L'accusé nie en bloc, mais ne peut pas dire où est son épouse. Très vite, l'inspecteur avait senti que cette affaire leur donnerait beaucoup de fil à retordre. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Un élément avait joué contre eux dès le début. Mais qu'est-ce que c'était? Voyons l'affaire sous un autre angle. Kergogan osa une suggestion. Et si ce n'est le mari, qui est-ce? C'est toujours le mari. Retenez bien ça, Berdogan, ça vous facilitera les choses à l'avenir. L'inspecteur coula un regard de travers vers son jeune acolyte, qui se le tint pour dit. En son fort intérieur, il pensa néanmoins. Est-ce que le climat actuel et la piste d'un règlement de compte sous couvert de pays envahis par l'ennemi ne pourraient pas tenir? Mais il n'osa pas formuler cette audacieuse hypothèse à son supérieur. Abel Pochet poursuivit son raisonnement. C'est sans doute à cause de la femme. Elle a dû faire quelque chose d'inconvenant. Elle a peut-être fricoté avec qui il ne fallait pas. Oui, mauvaise fréquentation, c'est sûr. Kergogan leva les yeux pour réfléchir. Il réfléchissait toujours mieux les yeux en l'air, l'inspiration divine peut-être. Il avait renoncé à deviner si, pour son patron, les mauvaises fréquentations étaient du côté des Allemands ou des résistants. Tout en fixant une des nombreuses taches de moisissure au plafond, il filait son propre raisonnement. Un coup, on dénonçait Henri pour avoir écouté la radio, une autre fois carrément pour avoir tué sa femme. Comme si la première dénonciation n'avait pas été assez efficace. Et de fait, la police n'avait enquêté sérieusement qu'après la deuxième lettre. Mais qui, dans l'entourage d'Henri, lui en voulait? Qui l'avait chargé au point de faire tomber la lourde main de la police sur lui? Et pourquoi? Qu'est-ce qui avait motivé ces lettres de dénonciation quelque peu incohérentes? Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtre.